Alors que la majorité s'effrite semaine après semaine à l'Assemblée, Emmanuel Macron a reçu ce mardi les députés LREM pour tenter d'apaiser les tensions. Une opération câlinothérapie délicate pour éviter l'éclatement total. La Commission nationale informatique et des libertés tense Linky, alors que les lanceurs d'alerte s'étaient multipliés pour dénoncer l'intrusion dans la vie privée des compteurs dits intelligents, la CNIL a décidé ce mardi de mettre en demeure Engie et EDF pour leur gestion des données personnelles discutables. L'éphémère alliance entre nationalistes et chrétiens démocrates a ébranlé le paysage politique outre-Rhin. Empêtrés dans une culture du compromis, nos voisins germains connaissent une crise qui pourrait déboucher sur une véritable recomposition politique. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron lance une opération apaisement. Après plusieurs couacs à l'Assemblée nationale et des départs qui s'enchaînent, le président a reçu l'ensemble de ses députés ce mardi. Une réception pour relancer une majorité pour le moins divisée. Le point avec Thibaut Bastide. Une réception collective pour apaiser les tensions ce mardi soir à l'initiative d'Emmanuel Macron. L'ensemble des députés de la majorité a été reçu à l'Élysée. Les 301 députés LREM et MoDem étaient évidemment conviés, tout comme leurs alliés du groupe Agir les Constructifs, mais aussi les élus dissidents exclus ou partis de leur propre chef du mouvement présidentiel. Une grande réunion de famille pour redynamiser une majorité pour le moins éclatée. En effet, alors que le quinquennat Macron avait débuté de la meilleure des façons pour le chef de l'État, avec une confortable majorité à l'Assemblée nationale. Depuis plusieurs mois, le ciel se voile au-dessus du parti présidentiel. Les couacs s'enchaînent après de grosses périodes de turbulence lors des manifestations des Gilets jaunes et des mobilisations contre la réforme des retraites. Ainsi, l'un des objectifs de cette réunion était de recoller les morceaux d'une majorité fragilisée, divisée et dont le moral est en berne. En cette période de trouble, l'opération Reconquête paraît néanmoins délicate. Depuis le 30 janvier dernier et le refus des députés de la majorité de voter une proposition de loi allongeant de 5 à 12 jours le congé d'un parent venant de perdre un enfant mineur. Les relations entre le président et ses députés se sont considérablement tendues. Ce tollé a d'ailleurs provoqué une volte-face du gouvernement qui a admis une erreur. Une fracture donc entre le gouvernement et les députés, preuve également de l'instabilité du parti présidentiel. Mais si l'invitation d'Emmanuel Macron a tout d'un rendez-vous prônant l'apaisement, elle s'est aussi accompagnée d'un rappel à la discipline car le chef de l'État n'aime ni les dissensions, ni les reproches, ni les plaintes de ses nouveaux élus qui lui doivent tout. En effet, La République en marche est construite sur la seule image d'Emmanuel Macron et non sur des idées politiques communes. Cette fragilité a d'ailleurs été flagrante lors des élections législatives de 2017 avec des candidats pas très au point. Je veux que la porte que nous avons ouverte le 7 mai reste ouverte, mais les Français veulent aussi du changement et je veux participer à ce renouvellement. Il me semble... Comment vous faites pour diviser la classe en deux alors ? Vous mettez des paravents. Alors, moralisation de la vie politique, j'ai une question toute simple. Ouais. Est-ce que, par exemple, vous souhaitez la suppression de la réserve parlementaire ? C'est une question très technique, très précise, donc là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. Alors, depuis que je suis députée et que je vais à l'Assemblée nationale, je suis allée à des cocktails et des cocktails et des cocktails. Chez des ministres, des secrétaires d'État, dans de beaux endroits. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on nous sert essentiellement du vin et du champagne. Je regrette évidemment qu'on ne nous serve pas de la blanquette, mais j'apprécie qu'ils servent des produits français. Alors, j'axerai sur 3 axes. Les grandes lignes de mon programme, premièrement, concernent l'éducation, car c'est dans le système éducatif que se creusent les inégalités de départ. Ces inégalités de départ qui font qu'après, nous les retrouvons dans le travail. Avec un tel niveau, difficile pour Emmanuel Macron d'établir une véritable ligne de conduite et mener à bien une politique parfois compliquée à suivre. D'autant qu'une nouvelle campagne de terrain arrive à grands pas, celle des municipales. Une échéance qui s'annonce particulièrement difficile pour le parti présidentiel. En cas de lourde défaite, le moral des troupes pourrait un peu plus s'effondrer, laissant craindre un éclatement total. Le groupe LREM, qui comptait 314 membres et apparenté en 2017, n'en a plus que 300 et se rapproche dangereusement du seuil de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, soit 289 sièges.
Et les compteurs intelligents, eux, dans le viseur de la CNIL. Ce mardi, la Commission nationale informatique et des libertés a annoncé avoir mis en demeure Engie et EDF en raison de la gestion des données personnelles des abonnés. Les deux groupes ont 3 mois pour se mettre en conformité. La CNIL a un train de retard alors que les lanceurs d'alerte étaient nombreux à dénoncer le fonctionnement des compteurs Linky. La Commission nationale informatique et des libertés a enfin décidé de mettre en demeure EDF et Engie. En cause, le caractère intrusif des compteurs vis-à-vis des données personnelles collectées et la conservation trop longue de celles-ci. La Commission indique également que le consentement des utilisateurs doit être éclairé et libre, comme l'impose la récente loi RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui a coûté tant d'argent aux entreprises françaises. Une déclaration totalement déconnectée de la réalité puisque les compteurs Linky sont installés obligatoirement chez les abonnés, lesquels peuvent au mieux retarder la pause. En effet, les contrats avec les sociétés d'énergie stipulent que l'utilisateur doit laisser un accès aux compteurs pour les relever, la maintenance ou de fait, le remplacement du dit compteur. Les problèmes réels de confidentialité avaient notamment poussé de nombreux Français à s'opposer à l'installation de ces compteurs. En effet, la collecte des données relatives à la consommation d'énergie permettent de scanner non sans précision les habitudes de l'occupant du logement concerné. Heure de lever, heure du coucher, période d'absence, nombre d'occupants, autant d'éléments qui donnent des informations sur la vie quotidienne des Français. Des informations qui pourraient par ailleurs être utilisées contre lui. En effet, rien de plus simple que d'observer les périodes de présence pour indiquer par exemple à la police ou à un huissier le jour et l'heure où se rendre au domicile sans risquer de faire chou blanc. Par ailleurs, le caractère connecté de ces compteurs les rend également vulnérables face aux tentatives d'intrusion de hackers. Autrement dit, les informations sur les présences des abonnés pourraient tout à fait tomber dans les mains de personnes mal intentionnées, de cambrioleurs par exemple. La CNIL a également épinglé la durée de conservation des données jugée trop longue au regard de leur utilité. Engie et EDF ont désormais 3 mois pour se mettre en conformité avec les recommandations de la CNIL, qui a un pouvoir de sanction. Toutefois, rappelons que l'État est le principal actionnaire de ces deux entreprises. Et direction l'Allemagne à présent, où la chancelière Merkel doit faire face à une fin de règne délicate. Son successeur désigné au Parti chrétien-démocrate, la CDU, a jeté l'éponge dans un contexte de rapprochement d'une partie de sa formation politique avec les nationalistes. Angela Merkel dans la tourmente. La chancelière allemande voit son parti chrétien-démocrate, la CDU, lui échapper. Dernier épisode en date, son successeur désigné, Annegret Kramp-Karrenbauer, dite AKK, qui avait accédé à la présidence du parti en décembre 2018, a finalement annoncé lundi matin qu'elle abandonnait la course à la succession de sa protectrice Angela Merkel. Un abandon qui s'explique par la confusion qui règne actuellement dans le parti de droite modérée. En effet, l'éphémère prise de pouvoir d'un candidat libéral en Thuringe avec les votes communs des députés CDU et des députés nationalistes de l'AfD a été perçue comme un tremblement de terre en Allemagne. Dans ce contexte, AKK, qui défendait une ligne selon laquelle aucune alliance n'est possible avec l'AfD ni avec la gauche radicale Die Linke, ne semble pas à la hauteur du débat qui va agiter le parti. Adepte des alliances avec la gauche modérée, celle des sociodémocrates du SPD, la CDU est confrontée à la montée de formations qui ne font pas partie de la traditionnelle coalition. Les écologistes allemands, mais surtout la gauche radicale de Die Linke et les nationalistes de l'AfD qui poussent tout particulièrement dans les territoires de l'ex-RDA. Le nouveau paysage politique allemand pourrait ainsi mettre à mal la culture du compromis qui voyait gouverner centre-droit et centre-gauche. Une évolution du paysage politique qui a notamment été provoquée par la crise migratoire, une crise qui a poussé une partie des chrétiens-démocrates à admettre le principe d'une alliance avec les nationalistes. D'autres, comme Friedrich Merz, qui briguera la succession d'AKK, entendent clairement reprendre le thème migratoire aux nationalistes, quand enfin, certains, comme le possible candidat Markus Söder, tiennent une ligne plus gauchère et sans compromission avec leur droite. Jörg Meuthen, vice-président de l'AfD, s'est de son côté félicité, déclarant « AKK la première, ensuite Merkel ». La défection de la candidate de la chancelière est d'ailleurs un véritable désaveu pour celle qui fait la pluie et le beau temps en Allemagne depuis 2005. Angela Merkel, qui aura connu 4 présidents français en exercice, est un étonnant spécimen de longévité politique, mais semble arriver péniblement au bout du chemin. Le titre allemand Der Spiegel estime même qu'elle n'a aujourd'hui pas d'autre choix que celui de démissionner et de déclencher des élections législatives.
Dans 6 mois, la présidence tournante de l'Union européenne pourrait donc revenir à une chancelière considérablement affaiblie. Les ondes de choc se multiplient dans la vie politique allemande et un véritable coup de tonnerre pourrait même retentir en septembre 2021 pour les élections fédérales. Il paraît cependant très peu probable que les nationalistes ou qu'une alliance les incluant l'emporte. Les scores des chrétiens démocrates et des sociodémocrates pourraient, eux, continuer de chuter. En 2017, déjà la CDU avait perdu 65 sièges et le SPD 40. Derrière, le parti libéral centriste, le FDP, pourrait constituer une force d'appoint. Problème, certains membres de ce parti, comme en Thuringe, préconisent une alliance avec les nationalistes. À un peu plus d'1 an et demi des élections législatives, l'avenir du paysage politique allemand paraît donc plus que jamais incertain. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. La tempête Chiara continue son processus de destruction. Au Cap Corse, des vents allant jusqu'à 130 km/h balayent le territoire, tandis qu'un vent de 219 km/h a été enregistré au sémaphore du département. Le précédent record était de 225 km/h enregistré il y a 2 ans. 2 incendies ont été attisés par les rafales, détruisant 320 hectares de terrain. Le recours à un appui aérien n'étant pas envisageable, les soldats du feu se démènent sans relâche pour étouffer les flammes. La tempête a causé la mort de 3 personnes en Europe et de nombreuses perturbations dans les transports. BlackRock dans le viseur des écologistes. Lundi, des militants d'Extinction Rebellion ont envahi les locaux du gestionnaire d'actifs BlackRock, dénonçant son implication dans le domaine des énergies fossiles. À l'intérieur, les activistes ont tagué plusieurs inscriptions, dont BlackRock assassin ou encore écologie libérale, mensonge du capital. Le 7 janvier dernier déjà, l'édifice situé dans le centre de Paris, tout près du Palais Brognard, avait reçu la visite de grévistes de la SNCF et de la RATP. BlackRock étant considéré comme un des grands bénéficiaires de la réforme des retraites. Des drapeaux de pays maghrébins hissés sur une église en France. C'est à Albi, dans le Tarn, que l'église Saint-Jean-Baptiste s'est vue coiffée dimanche après-midi de 3 étendards de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Le temps que la police intervienne, les drapeaux et les individus qui les avaient déployés avaient disparu. Le curé de la paroisse a porté plainte. Cet événement en forme de provocation laisse craindre une volonté symbolique autrement plus grave qu'un simple défi. Le climat antichrétien en France est de plus en plus palpable alors que les actes de profanation à l'encontre d'édifices religieux catholiques se multiplient dans le silence assourdissant des médias du système. Les socialistes prennent la tangente. En 5 ans, 30% des troupes du parti à la Rose ont quitté le navire. En 2015, ils étaient 156 membres de la direction du PS. Ils ne sont plus que 99, dont une bonne partie a pris du recul. Dans le détail, 21 membres ont tout simplement quitté la vie politique, 14 se sont rapprochés de La République En Marche et 15 ont rejoint un autre parti de gauche. Une fuite en avant qui s'explique par la débâcle de la présidentielle de 2017, mais également par des scores historiquement bas aux législatives puis aux européennes de 2019. Si certains barons comme Martine Aubry, Julien Drey ou encore François Rebsamen tentent de redresser la barre, les pétales de la rose semblent bel et bien fanés. L'extrême gauche toujours plus présente dans les cortèges de gilets jaunes. Samedi, 3 militants Black Bloc ont été interpellés à Bordeaux par les gendarmes alors qu'ils s'apprêtaient à participer l'après-midi à une action violente lors de la manifestation des gilets jaunes. Au moment de l'interpellation, les enquêteurs ont saisi plusieurs engins explosifs dont des cocktails Molotov. C'est la seconde fois que des membres présumés de l'ultra-gauche sont neutralisés avant une manifestation de gilets jaunes à Bordeaux. Le 7 décembre dernier, 16 avaient été mis en examen, dont 4 ont été écroués pour association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations et des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. L'opération séduction de Benjamin Griveaux tourne au fiasco. À la peine dans les sondages, le candidat officiel de La République En Marche a décidé de s'offrir une séance photo pour faire grimper son capital sympathie. Une opération ratée qui a surtout donné lieu à un flot de moqueries sur les réseaux sociaux face à des clichés particulièrement ridicules pour celui qui veut devenir maire de la capitale. La publication des photos du candidat a ouvert les vannes pour la créativité des internautes qui ont multiplié les montages. Ainsi, Benjamin Griveaux s'est retrouvé adossé au mur de Berlin, déguisé en Télétubbies ou bien sur la photo qui avait fait beaucoup parler d'elle avec le président Macron et ses amis de Saint-Martin.
Le coronavirus dépasse le millier de morts. Avec près de 45 000 cas confirmés, le nouveau virus chinois inquiète de plus en plus les autorités mondiales. À plus forte raison que les chiffres communiqués par le gouvernement chinois paraissent sous-estimés. En France, le nombre de malades est toujours à 11 personnes. De nombreuses questions demeurent sur le pic de contamination et sur la saisonnalité du virus. En effet, certains scientifiques considèrent que le radoucissement des températures pourrait aider à enrayer l'épidémie. Une hypothèse pas encore confirmée. Quoi qu'il en soit, la mise à l'arrêt forcée de plusieurs provinces industrielles de la Chine a d'ores et déjà des répercussions sur l'économie mondiale. Airbus entame sa transition écologique. À Singapour, le géant de l'aviation a présenté mardi son avion du futur au salon aéronautique de la Cité-État. Le projet nommé Maverick, lancé secrètement en 2017, vise à réduire jusqu'à 20% de la consommation de carburant par rapport aux avions monocouloirs actuels. Un modèle a effectué un vol en juin 2019. L'avion d'une longueur de 2 mètres sur 3,2 de large est en forme de V. Ce démonstrateur technologique devrait contribuer à faire évoluer les architectures des avions commerciaux dans un objectif économique et écologique. Le tout alors que son concurrent Boeing traverse de grosses difficultés. Alexandre Benalla va-t-il faire son retour à l'Assemblée nationale ? Ce mardi, le député des Français de l'étranger, Joachim Son-Forget, a annoncé avoir demandé un badge d'accès au Palais Bourbon pour Alexandre Benalla, l'ancien responsable de la sécurité du président de la République visé par une enquête pour violation du secret judiciaire, blanchiment d'argent, corruption et violence en réunion. Joachim Son-Forget a expliqué qu'il voulait le nommer collaborateur bénévole au vu de son implication dans son parti, valeur absolue. La Chambre basse devrait refuser cette demande dans la mesure où Alexandre Benalla a fondé une entreprise œuvrant dans le lobbying et l'influence, ce qui est incompatible avec la fonction de collaborateur parlementaire. À croire que l'intéressé va devoir s'inscrire à une salle de sport moins prestigieuse. Et nous approchons déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, on découvre un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Land nous parle de Louis VI, le roi qui a soumis les seigneurs brigands. On le connaît le plus souvent sous son surnom de Le Gros, voire sous les traits de l'acteur Didier Pin dans le célèbre film de Jean-Marie Poiret, Les Visiteurs. Ce qu'on sait moins, car c'est bien un roi méconnu, c'est que Louis VI, avant de devenir impotent et de se faire appeler Le Gros, était surnommé le Batailleur. Et il y a bien une raison à cela, c'est qu'en plus d'avoir été un fervent défenseur de l'Église et du pape, c'est lui qui, l'arme à la main et n'hésitant pas à donner de sa personne, a soumis tous les seigneurs brigands d'Île-de-France. Il a ainsi largement étendu le domaine royal, il a également été un pionnier dans le fait d'accorder des chartes aux communes, mais surtout il incarne les prémices de cette autorité royale qui s'affirme et commence tout doucement à unir les terres de France sous une même bannière. Ce soir, retrouvez également Passé-Présent. Philippe Conrad évoque la naissance de la Constitution états-unienne en 1787, puis reçoit Arnaud de Lagrange, co-auteur avec Bernard Lugan d'un roman sur l'époque révolutionnaire, Les Volontaires du Roi. Tout de suite, retrouvez Mes Libertés Politiques avec François Billot-Leclerc. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. À la fin du mois de janvier, nous avons eu le bonheur d'assister au 48e épisode de la série subjugante Nicolas le Retour. La scène se passe à Nice. L'ambiance est électrique, la foule est en extase, les femmes s'évanouissent d'amour, la terre tremble de joie, les poissons de la baie polluée de Nice glougloutent goulûment de contentement. Et Nico proclame vaillamment la phrase clé de son discours, je le cite « Je suis inquiet de voir l'indifférence qui s'installe peu à peu dans la société française et avec elle le relativisme, l'abstention, l'antiparlementarisme et la haine de l'autre. »
Et là, mon Nico, je me suis souvenu d'une phrase d'un grand penseur dont j'ai oublié le nom, mais dont je n'ai pas oublié la citation. « La fumée qui enfume l'enfumeur enfumera l'enfumeur enfumé ». La phrase est belle, mais elle n'a en fait aucun sens, comme n'a aucun sens ta martiale déclaration, mon bon Nico. Car enfin, mon Nico, tu as été aux commandes de la France en tant que ministre puis président de la République. Et qu'as-tu fait pour qu'il n'y ait ni relativisme, ni abstention, ni anti-parlementarisme, ni haine de l'autre? Je vais te rafraîchir ta mémoire amnésique en donnant simplement 5 petits exemples de tes monumentales erreurs qui ont puissamment contribué à aggraver le mal que tu décris. Tu as trahi les Français en annulant un référendum clair par lequel nous refusions l'européisation de la France. Tu as laissé les portes de notre pays ouvertes à une immigration incontrôlée qui s'est traduite pendant ton quinquennat par l'arrivée de plus ou moins 2 millions d'étrangers. Tu as endetté la France de près de 600 milliards d'euros supplémentaires dans la joie, la bonne humeur et l'inconscience la plus totale. Tu as puissamment contribué à laisser l'éducation nationale s'écrouler en n'entreprenant aucune réforme fondamentale permettant de redresser le navire en perdition. Tu as laissé l'insécurité se développer, ce que les Français ont perçu malgré un grossier traficotage des chiffres. Ainsi, par ton action, ou plutôt par ton inaction, par ton manque de volonté, par ton souci de plaire à tous, et notamment à la gauche, tu as indéniablement contribué à développer ce que tu dénonces. Cela dit, tu peux grandir aux yeux des Français. Bien sûr, je ne parle pas de ta taille physique, tu resteras petit, c'est ainsi, tu n'y peux rien. Tu peux donc grandir aux yeux des Français en disant tout simplement « Françaises et Françaises, je n'ai pas été à la hauteur de ma fonction et j'ai déçu beaucoup de vos espoirs. Je vous demande pardon pour mes errements et je m'engage à consacrer la fin de ma vie au redressement de notre pays bien malade. » Et là, mon Nico, tu deviendras grand et tu brilleras comme un astre lumineux dans le firmament. Courage, mon grand, tout n'est pas fichu, il suffit que tu demandes pardon. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.